Qui es-tu? Donc bonsoir à tous, moi je suis Claire, je suis éducatrice Montessori francophone à la Maison des Enfants, donc l'école Montessori de Castelnau. Donc je suis éducatrice pour les enfants de 6 à 12 ans et ok super. Et je travaille dans une classe pour les enfants qui ont de 6 à 9 ans, donc qui correspond à la classe aux classes CP, CE1, CE2. Voilà, pour les personnes extérieures. Et du coup, on avait envie un peu de vous raconter, Philippe et moi, comment Montessori est rentré dans notre vie. Donc, pour ma part, Montessori est rentré dans ma vie à la naissance de mon premier enfant, qui a aujourd'hui 8 ans. Je suis la maman de 2 enfants, je ne sais pas si j'ai dit ça. Mes garçons ont 6 et 8 ans. Et à l'arrivée de mon premier fils, j'étais pas du tout sensibilisée à tout ce qui est pédagogie alternative. Je me disais non mais c'est bon, ça va aller, hein, je vais apprendre comme ça sur le tas. Eh ben non, ça s'est pas vraiment passé comme ça parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc voilà, mon fils a été scolarisé la petite section de maternelle dans une école traditionnelle. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ça ne lui correspondait pas et qu'il avait besoin d'autre chose et que ses besoins n'étaient pas là. Donc j'ai commencé à me renseigner, à chercher autour de moi quelque chose et puis j'ai commencé à lire beaucoup. Et la méthode Montessori est apparue comme une évidence pour moi, pour ma famille. Et du coup, nous nous sommes inscrits sur la longue liste d'attente de l'école. Et finalement, une place de garçon s'est libérée et mon fils est rentré dans l'école Montessori et j'ai pu, en tant que maman, m'investir de plus en plus dans l'école, découvrir cette fabuleuse pédagogie et moi-même me dire mais en fait, je ne veux pas en rester là, je veux apprendre encore plus pour moi-même. Cette pédagogie me nourrissait beaucoup. Et donc du coup, j'ai décidé de m'investir encore et encore dans l'école et à tel point que j'ai décidé de faire la formation avec le centre qui s'était ouvert entre-temps sur Montpellier, centre de formation, l'Institut supérieur Maria Montessori. Et donc du coup, j'ai fait ma formation pendant 1 an. Il y a 3 ans maintenant. Et tout de suite après, en sortant, j'ai été diplômée, j'ai postulé et j'ai eu le poste et me voilà maintenant éducatrice dans la classe de 6 à 9 ans. Voilà. Ouais. Je m'appelle Philippe. Je suis père d'une fille de 7 ans. Je suis brésilien. On est brésilien, mais on est venu ici en France parce que je voulais faire la formation d'éducateur Montessori. Donc j'ai fait la formation pour travailler avec l'enfant de 3 à 6 ans. Et après, j'ai fait la formation pour travailler avec l'enfant de 6 à 12 ans. C'était intense. 2 ans très intense. Et pour moi, c'était pareil. Quand ma fille elle était née, c'était un moment de réflexion. À quelle école je vais la mettre et comment je vais faire avec elle et tout ça. Et après 7 ans, je suis là en France. Je travaille avec Claire ici dans la Maison des Enfants. Et dans mon parcours professionnel, j'étais informaticien avant, donc c'est un vrai changement de profession. Et être ici avec les enfants tous les jours, toute la journée, pour moi, on peut voir des miracles qui se passent. On peut voir des enfants qui changent son comportement, qui apprennent à lire, qui apprennent à prendre ses responsabilités, ses libertés, qui change sa personnalité d'une façon incroyable, qui apprend à vivre en communauté. Et tout ça parce qu'on connaît Montessori. On connaît on dit normalement, on connaît la vraie nature de l'enfant. Et ça m'a aidé beaucoup dans ma vie avec ma fille, avec des autres enfants, parce que j'ai fait des bénévolats avec
des enfants au Brésil. Et maintenant, avec la formation et en travaillant avec les enfants, c'est souvent que j'ai dit, ouais, mais Maria, elle est correcte, elle a dit des bonnes choses, ça marche. Et c'est un vrai plaisir d'être avec les enfants. Et j'apprends beaucoup avec tous les enfants ici dans la classe. Et à chaque fois, même avec ma fille, on sait que les secrets de l'enfance est chez l'enfant. Et dans les Montessori, avec les Montessori, on a des outils pour apprendre avec les enfants, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin de l'environnement, de nous. Et pour moi, c'est presque une magie. Oui. Ouais. Et voilà, donc on voulait partager ça avec vous un petit peu de notre côté. Ouais. Et on peut déjà peut-être vous donner aussi le sommaire Ouais. de ce soir. Donc on va dans un premier temps développer un peu l'aspect théorique et justement tout ce que tu nous disais, Felipe, de tout ce qu'on a appris grâce à Maria Montessori et à ses observations quand elle a observé l'enfant et qu'elle a vu cet enfant se développer au sein d'une classe et au sein d'une communauté, et toutes ces observations scientifiques. Et donc dans une première partie, on va développer ça avec vous, tout ce qui est apport un peu théorique. Et après, on va glisser tout doucement vers la vie pratique et vous, du coup, ce que vous pouvez mettre en place à la maison, des outils concrets et voilà, des partages aussi. Et donc, vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Vous nous faites juste un signe et du coup, voilà, vous prenez la parole. Et voilà, puisqu'on a envie que ce soit aussi interactif, on a envie que vous participiez, on a envie... voilà, que ça soit voilà, dans les deux sens, voilà, qu'on donne des anecdotes, des questions. N'hésitez pas à intervenir et à nous demander voilà, ce qui vous vient en tête. Et on aimerait aussi que vous vous présentiez à votre tour, si quelqu'un veut prendre la parole. Donc vous pouvez dire votre nom, si vous avez des enfants, et qu'est-ce que vous attendez ce soir de notre belle conférence. On vous écoute. Allez, qui se lance? Oui. Bon, bah allez, moi. Alors, donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Andrea. Donc, je suis souci éducatrice Montessori 6-12 ans pour les enfants de 6 à 12 ans. Et donc, voilà, j'exerce aussi dans un environnement 6-9 au jour d'aujourd'hui. Je suis maman de 2 enfants, une fille de 7 et une de 5. Et voilà, et ce que j'attends de ce soir, c'est tout simplement passer un bon moment avec vous et puis partager autour de la liberté et la responsabilité, qui est un sujet très important aussi à la maison. Ah, merci Andrea, c'est chouette. Pour l'anecdote, j'ai fait ma formation avec Andrea, donc je suis trop contente de te voir, Andrea, c'est trop chouette. Moi aussi, Claire. Tu es à Paris et j'ai trop envie de te faire un câlin, mais bon, ouais. On attendra. Ouais, ok. C'était Alexandre. Alors, Alexandre, mais je pense que c'est pas Alexandre. Est-ce que tu veux... J'ai vu que tu faisais signe, est-ce que tu veux y aller? Alexandre Camas, oui. En fait, je suis sur le portable de mon mari, c'est pour ça. Ok. Mais moi, c'est Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Donc, en fait, moi, je suis maman de 2 petits garçons qui ont respectivement 8 et 10 ans. Donc, on est en plein dans le 6-12. Et je suis en plein dans le début de la liberté et de la responsabilité. Oui. Voilà, parce que j'aimerais qu'ils soient de plus en plus autonomes. Mm-hmm. De façon professionnelle, en fait, je m'intéresse à Montessori parce que je suis en pleine reconversion professionnelle et je vais être assistante maternelle et je voudrais appliquer cette pédagogie dans Super. le projet d'accueil. Ah oui. Et à cet effet, je suis également les conférences de Tania sur aider votre enfant à fleurir de 0 à 3 ans. Ah, super. Voilà, donc là, en l'occurrence, ce soir, c'est pour mes enfants à moi. Ouais. Et je suis aussi dans un contexte professionnel des conférences de Tania. Ah, voilà. Super.
Merci. J'attends ce soir beaucoup pour appliquer sur mes enfants à moi. Ah, merci Valérie. Merci. Merci Je beaucoup. vous en prie. Après, quelqu'un d'autre se lance? Vas-y, Émilie. Du coup, moi, je suis Émilie, la maman d'Augustin qui a 6 ans, qui est en classe avec Claire et Philippe d'ailleurs. Du coup, pour ce soir, du coup, c'est comme d'habitude, apprendre, découvrir plein d'autres choses, encore plus, pour pouvoir aider à la maison, tout ça dans nos relations aussi. Et puis, particulièrement, on en avait discuté un petit peu avec Augustin, j'aime beaucoup le nom de certaines responsabilités qui donnent vachement plus envie que... En vrai. Parce que le gardien du sol pour nettoyer le sol, Pour le balai. ça donne plus envie. C'est mieux quand même gardienne du sol que passer le balai. C'est ça. Du coup, ça m'a beaucoup plu, ça, quand tu m'avais dit ça. Donc, c'est vrai qu'on essaye un peu de rendre le truc un petit peu sympa. La tâche reste la même, mais du coup, voilà. C'est plus glamour. C'est ça. On essaye dans la classe. C'est ça. Cool, merci Émilie. Lise, j'ai vu, tu veux y aller Lise? Oui. Vas-y. Alors bonsoir, donc je suis Lise, je suis la maman de Benjamin qui a 12 ans. Initialement j'étais orthophoniste, j'ai travaillé comme orthophoniste pendant 10 ans. Et puis suite à une reconversion dans la musique, là je suis encore un petit peu en recherche professionnelle. Et l'année dernière j'avais commencé une formation en Institut Steiner, didascalie à côté d'Avignon. Et je suis ouverte vraiment aux pédagogies alternatives, ça m'intéresse beaucoup depuis déjà très longtemps. Voilà. Et pour ce soir, je suis heureuse de partager, d'écouter et d'échanger sur les sujets qui me tiennent à cœur. Ah, super. Voilà. Merci Lise. Merci. Christelle. C'était Christelle après, j'ai vu. Ouais. Okay. Oui, alors moi je suis Christelle, la maman d'Arthur qui est dans cette école avec Claire et Philippe. Qui a 6 ans, bientôt 15 ans et demi. Et d'Andrea qui a bientôt 4 ans. Et alors moi, c'est un thème qui m'intéresse vraiment particulièrement parce que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire acquérir à nos enfants, le libre arbitre. La possibilité de faire ses propres choix, que ce soit dans la consommation, dans la manière de vivre, de faire ses propres choix. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai qu'au niveau professionnel, j'anime des petits ateliers philo avec les enfants de différents âges. Et je trouve que c'est vraiment important de parler très tôt de la liberté, de la responsabilité et surtout de pouvoir raisonner soi-même. Donc je suis intéressée par tous ces échanges, par tous ces... je pourrais échanger. Super. Visiblement, tu n'es pas la seule intéressée. Il y a du monde autour de toi. Ok. Merci Christelle. Super. Vas-y Jane, si tu veux, vas-y. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez par contre. Très bien. Ou si vous me voyez, parce qu'en fait, j'ai un problème de réseau. Moi, vous n'apparaissez pas tout le temps. Ah. Donc il y a l'image qui se coupe des fois. En général, je vois la personne qui parle, donc c'est déjà ça. J'espère que du coup, je pourrai vous voir en continu, mais voilà. Du coup, moi, je suis Jane, je suis la maman de 2 enfants. Donc Thomas, qui est dans la classe de Claire et Philippe, qui va avoir 7 ans, et Alice, du coup, qui a 3 ans, voilà, et qui est aussi en école Montessori. Donc moi, ce que je suis venue chercher ce soir, c'est vrai que c'est un thème qui m'intéresse bien aussi, la liberté, la responsabilité. Je trouve que c'est un thème qui est super large et on peut intégrer plein de choses dedans, et je trouve ça super intéressant de pouvoir valoriser du coup à la maison tout ce qui est responsabilité pour eux, mais j'ai encore un peu de mal des fois à voir comment l'intégrer au mieux en fait. D'accord. Et comment apporter la motivation suffisante, du coup, l'énergie suffisante pour que ce soit vu comme quelque chose vraiment de valorisant et puis d'agréable à faire en fait.
Voilà. Donc voilà, je suis venue chercher pas mal d'astuces et de petits trucs, et puis de partager un bon moment avec tout le monde ce soir aussi. Ouais, super. Voilà. Merci. Merci Jane. Donc il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il pouvait pas. Ah, c'est Arnaud, Mélanie, c'est toi? Oui. Ah, c'est Mélanie. Ça y est, on t'entend, Mélanie. C'est bon. Super. Alors du coup, Mélanie, je suis maman de 2 enfants, un grand de 14 ans et Adèle, donc qui a 7 ans et qui est dans la classe de Claire et Philippe. Et bon, comme les autres parents, effectivement, la thématique m'intéresse vraiment. Et moi, ce que je recherche, c'est effectivement des astuces concrètes pour le quotidien, parce que j'ai vu, par exemple, à quel point la mise en place, par exemple, de je prépare mon sac la veille et je prépare mes affaires, qui a été initiée par l'école, a super bien marché, comment elle était enthousiaste de le faire. Et du coup, moi, c'est ça, je sais pas trop comment présenter les choses pour qu'elle soit enthousiaste et qu'elle le fasse, quoi. Et là, on sentait qu'il y avait un truc, je me suis dit, c'est pas possible, ils ont un truc magique, là. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de voir comment faire que pour rendre la chose attractive pour elle, quoi, et qu'elle le fasse vraiment avec envie, voilà, et qu'elle sente à quel point c'est valorisant pour elle, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Merci. Super. Merci Mélanie. Merci Mélanie. Est-ce que tu peux lire? Ah, alors, Raja Badawi nous dit, vous voyez, je crois, tout le monde voit les messages sur le côté, je crois. Donc son micro ne marche pas, et donc elle est assistante Montessori dans une école à Londres. Ah, super. Et maman de 2 enfants, 4 ans et 4 ans et demi et 6 ans. Ah, super, Raja, super. Bon, on t'entend pas, on te voit pas, mais voilà, tu es la bienvenue. C'est bon, je pense qu'on peut... On commence. On peut y aller. Donc, comme on le disait, on va commencer par des petits apports théoriques pour vous aider à comprendre par la suite les astuces et tous les trucs plus concrets qu'on va vous donner et vous apporter. Donc... Merci Raja. Dans un premier temps, comme on disait, Maria Montessori, de par ses observations, puisqu'elle a observé toute sa vie, on parle de plus de 50 ans d'observation, donc voilà, de ces observations, elle a pu parler des plans de développement. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu, les plans de développement de l'enfant. Donc selon elle, il y a 4 plans de développement. Donc le premier plan, c'est de 0 à 6 ans. Le deuxième plan, ça va être de 6 à 12 ans. Le troisième plan qui va être de 12 à 18 ans. Et le quatrième plan qui va être de 18 à 24-25 ans. Voilà. Ces 4 plans de développement ont été aujourd'hui, en 2020, depuis quelques années maintenant, soutenus par les neurosciences. Puisque les scientifiques ont pu faire tout ce qui est avec l'imagerie, avec scanner, IRM, ils ont pu soutenir ce que disait Maria Montessori. Et même, ils vont même plus loin en disant que le cerveau est complètement fini autour de l'âge de 30 ans. Donc ça, c'est quelque chose que Maria Montessori, elle est allée jusqu'à 25 ans, mais aujourd'hui, il pousse même jusqu'à 30 ans. Et donc le premier plan de développement, qui est de 0 à 6 ans, où là, l'enfant va vouloir acquérir une autonomie physique. Ouais. Et avec la phrase que vous avez certainement déjà entendue, qui est écrite partout sur les jouets Montessori qui sont vendus, ou « Apprends-moi à faire seul ». Donc ça, c'est une phrase que vous avez certainement entendue, où là, l'enfant veut acquérir tout ce qui est autonomie physique. Ouais. Une indépendance fonctionnelle. Voilà, une indépendance fonctionnelle. On voit beaucoup de changements. Un enfant qui naît jusqu'à un enfant qui a 6 ans, on voit tout ce qui s'est passé physiquement pour lui. Et quand il arrive à l'âge de 6 ans, il se passe autre chose pour lui. On passe au deuxième plan. Donc là, on va dire beaucoup ce soir, deuxième plan, vous allez l'entendre beaucoup. Donc deuxième plan, c'est le plan qui nous intéresse ce soir, c'est celui de 6 à 12 ans. Où là, l'enfant a vécu toutes ces transformations physiques de 0 à 6 ans. Et là,
Il a voulu acquérir cette indépendance fonctionnelle. Et là, à partir de 6 ans, il veut une indépendance mentale. Là, maintenant, il est prêt à réfléchir. Il veut réfléchir, il veut comprendre. Donc, c'est pour ça que vous entendez, je pense, beaucoup pourquoi et comment. Ça, voilà, c'est des questions parce que là, il ne se contente plus de... On dit que l'enfant de 0 à 6 ans pose la question « qu'est-ce que c'est ?» Il veut savoir qu'est-ce que c'est, mais pas forcément... voilà, c'est plus tard, à partir de 6 à 12 ans, là, il veut vraiment comprendre. Et c'est là qu'il vous demande plein de petits détails où à 20h, 21h, on est ravis de pouvoir raconter quelle est la constellation là, et puis depuis quand, et puis qui a donné son nom, mais c'était qui le premier qui l'a découverte, voilà. Donc là, ils sont vraiment en train de chercher à comprendre, et les questions pourquoi et comment sont là avec un grand pouvoir d'imagination. Hein. Là, on peut voir autant l'enfant de 0 à 6 ans veut rester dans le concret, autant à partir de 6 à 12 ans, là, il est vraiment dans son grand pouvoir de raisonnement et d'imagination. Après, dans tout ce qui est, on peut voir à la fin du 2e plan, donc 3e et 4e plan, là, c'est vraiment une indépendance au sein de la société. Donc, apprends-moi à être un être qui faisant partie de cette société. Donc là, c'est autre chose qui se joue encore. Donc pour l'autre 2e plan, je vais vous développer un peu. Donc on peut parler maintenant un peu des points de vue Montessori quand on parle de liberté et responsabilité, parce que parfois dans le monde montessorien, il y a quelques définitions qui sont particulières. Donc, une chose qu'on va faire maintenant, c'est définir liberté et responsabilité, parce que peut-être dans certains domaines, dans d'autres domaines, ce n'est pas les mêmes points de vue. Et liberté et responsabilité, c'est vraiment important dans le 2e plan. Dans le premier plan, on parle de liberté et discipline. Et la continuation de ça, c'est liberté et responsabilité. Donc, on peut commencer avec la question, qu'est-ce que c'est liberté? On peut répondre déjà. Donc, qu'est-ce que c'est une liberté? Une liberté, voilà, selon le point de vue Montessori, et on va essayer de donner une définition, c'est la possibilité d'agir selon ses propres choix, sans pression extérieure. Ça, c'est important. Sans pression extérieure, c'est-à-dire sans qu'il ait une autorité qui soit extérieure, mais plutôt une discipline intérieure. C'est ce vers quoi on tend, finalement. C'est vers cette discipline intérieure. Et donc, voilà, la liberté, c'est la possibilité d'agir dans ses propres choix et sans pression extérieure. Ouais. Et on peut définir aussi responsabilité. Donc, la responsabilité, c'est une obligation morale de répondre de ses actions. Donc, dans la classe, ce qu'on attend, c'est la responsabilité personnelle et envers l'enfant lui-même, envers ses pairs et envers l'environnement. Ouais. Ça, c'est la responsabilité qu'on attend dans la classe d'un enfant de 6 à 12 ans. Oui, et c'est aussi une responsabilité qui vient de l'intérieur de l'enfant. Ce n'est pas une responsabilité extérieure. Et dans les Montessori, c'est toujours ensemble. Responsabilité et liberté marchent toujours ensemble. Et ce qu'on essaye de faire avec nos enfants dans la classe, c'est trouver l'équilibre pour aider l'enfant dans sa construction de l'adulte qui est chez lui. Donc, on dit que l'enfant, c'est un chemin d'indépendance. Donc, on dit qu'il y a une force intérieure chez l'enfant qui guide son développement. Et quand on trouve cet équilibre entre liberté et responsabilité dans les quotidiens de l'enfant, on peut dire que ces forces sont en harmonie. Et dans ces moments, il y a comme il grandit, il se sent bien, il est serein, il est calme, il travaille, il est concentré, il est spontané, il y a beaucoup d'énergie, il a envie de savoir. Donc, je pense que la plupart du temps, c'est est-ce que je donne beaucoup de liberté, est-ce que je donne suffisamment de responsabilités. Donc, chez nous, c'est toujours un peu... c'est pas clair, c'est comme un nuage. On sait que c'est important, mais chez nous, peut-être... Mais est-ce qu'il est capable? Est-ce que je dois donner cette responsabilité? Comment je peux donner cette responsabilité ou cette liberté? Puisque, en fait,
l'idée que la liberté vient avec la responsabilité. Comme tu disais, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas parler que de liberté ou que de responsabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et que c'est quelque chose qui est difficile dans le sens où ça se rééquilibre tout le temps. Nous, dans la classe, c'est pas tous les jours, mais quasiment tous les jours où, tu vois, pour cet enfant-là, il faut un rééquilibrage. Trop de liberté où l'équilibre entre les deux n'est pas bon. Donc c'est tous les jours, c'est tout le temps qu'on est en train de faire un reset et de revenir et de dire attends, alors là, il faut revoir parce que l'équilibre n'est pas bon. Et au plus, la maturité en termes de responsabilité va grandir et au plus les libertés vont grandir avec. Ouais. C'est pas ou tout l'un ou tout l'autre. C'est ensemble qu'ils avancent. Ouais. L'enfant, il est dynamique. Donc des choses qui marchent aujourd'hui, ou la responsabilité qu'il y a aujourd'hui, la liberté qu'il y a aujourd'hui, ça ne va pas marcher dans l'année prochaine ou dans quelques mois prochains parce qu'il change. Donc il change toujours. Et c'est vrai qu'à chaque fois, comme on dit que l'enfant c'est un chemin d'indépendance, à chaque fois, il peut avoir plus de liberté et plus de responsabilité. Donc on va discuter un peu comment on peut l'aider l'enfant à prendre toutes les libertés, toutes les responsabilités pour aider la construction de l'adulte qui est chez lui. Puisque c'est ça son travail. Le travail, on va dire, inconscient de l'enfant, c'est de se construire. Tout le temps, toute la journée, tout le temps. Lui, il est à recherche de ça. Et dans le deuxième plan, sa recherche, c'est l'indépendance morale, comme on a dit. Et ça, c'est le but des responsabilités. Le but des responsabilités et libertés, c'est l'indépendance morale. C'est ça, en fait, vers quoi on tend, vous en tant que parents, nous en tant que parents avec nos propres enfants, et dans la classe ici avec les enfants. Ouais. Et quand on parle de liberté, on parle de la liberté des choix. Donc, savoir choisir, c'est une partie importante dans la Montessori, et la base de choisir, c'est la volonté. Donc, on commence... dans les Montessori, on commence à travailler la volonté, renforcer cette muscle qu'on dit que c'est la volonté avec l'enfant quand il est petit. Donc, la première chose, c'est la volonté de bouger son corps. Donc, avec beaucoup de matériel qu'on a pour les petits, il va bouger quelque chose dans l'extérieur. Il va utiliser sa volonté. Et avec ce travail de volonté, il va savoir choisir. Et ça va grandir chez l'enfant la capacité de la liberté et responsabilité. Mais tout commence dans la volonté. Et quand on commence de petit à petit, c'est comme si on donne des petites clés pour l'enfant réussir à avoir la confiance en lui-même. Parce qu'il faut savoir choisir, mais la récompense, c'est « Ah, j'ai bien fait, non, ça, c'était pas bien, je vais essayer d'une autre façon. » Et l'enfant essaye. Il est en train de construire la confiance. Et c'est avec cet espace de travailler sa volonté, de travailler comment choisir, qu'il va grandir, qu'il va construire la confiance en soi. Et ça, maintenant, on parle de la base de Montessori. La volonté, la capacité de choisir et la confiance. La marche, chez un tout petit, c'est une volonté de vouloir marcher. Et le but, comme on disait, c'est l'indépendance, indépendance fonctionnelle. Voilà, pour vous donner un peu une idée concrète de la volonté. Ouais. Et ce qu'on peut voir en Montessori, ce qui caractérise aussi vraiment dans une classe d'enfants du second plan, c'est la liberté de travail. Donc la liberté de travail, qu'est-ce que c'est ? Donc dans une classe, ça va être lequel ? De quel type de travail ? Ça, l'enfant a la possibilité de choisir le travail. Il a la possibilité de choisir avec qui il veut travailler. S'il veut travailler tout seul, s'il veut travailler avec des amis, en groupe, ça, il a la possibilité. Son travail, il a la possibilité de choisir combien de temps il veut travailler. S'il veut rester 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un même travail, c'est possible. Du moment que sa volonté est engagée dans ce travail, on n'a aucune raison de le couper dans cet élan de volonté. Après, toujours pareil, où il s'installe, où il le souhaite. Il n'a pas à nous demander la table où sa place n'est jamais imposée. Donc là, il a la possibilité aussi de choisir. Et comment, s'il veut travailler avec du matériel, sans matériel ou différemment.
Après, le mouvement, donc la liberté de mouvement dans la classe, il peut se mouvoir comme il le souhaite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont Maria Montessori parlait et encore une fois soutenu par les neurosciences aujourd'hui. L'immobilité est problématique. C'est pas du tout demander à un enfant de rester assis à une chaise toute une journée, toute une matinée. C'est vraiment contre son développement. Donc ça, c'est quelque chose que Maria Montessori avait déjà repéré à son époque. Et aujourd'hui, l'enfant a la possibilité, a la liberté de se déplacer dans la classe, de se mouvoir, d'aller aux toilettes. L'enfant ne nous demande en aucun cas s'il veut aller aux toilettes, s'il veut aller boire, s'il veut aller manger. Il a la possibilité de le faire. Après, il a la possibilité aussi de, on dit communiquer, agir et penser. Donc ça, il a la possibilité, l'enfant parle dans la classe. Il a la liberté de communiquer. Nous, les éducateurs, on ne va pas demander à ce que tout le monde se taise pour faire une leçon. Ça ne marche pas comme ça. L'enfant a la possibilité de communiquer, d'interagir avec nous, de penser, de nous donner son avis. Et il va venir à n'importe quel moment de la journée. Il peut nous parler, il peut nous poser des questions, il peut nous demander. Ouais. C'est souvent qu'on entend des parents des enfants de notre classe que les enfants font confiance à nous. Mais ça vient de ce fait qu'on est là pour l'entendre, pour écouter. Donc, si l'enfant sait qu'il peut parler avec nous, on donne cet espace pour créer les liens. Ah, donc Felipe, ou Claire, Felipe, il peut m'écouter. Quand j'ai des choses à dire, pas importe si c'est des petites choses, si c'est des grandes choses, mais pour l'enfant, c'est son avis, c'est ses pensées. Donc, si j'ai besoin, je peux parler avec un adulte, je peux parler avec un enfant, je peux exprimer ce que j'ai dans ma tête. Et ça, c'est vraiment important, comme tu dis, pour développer le lien et la confiance, parce que l'enfant se sent libre de dire tout ce qui lui vient. Ça peut être des petites anecdotes où les enfants viennent nous voir en nous disant « Ah ben ce soir je dors chez mamie. Ah ok, super !» Et ça peut être « Ah tiens, hier soir j'ai mangé des pâtes. Ah super !» Ça peut être des petites choses comme ça, mais ça peut être aussi des choses plus profondes où l'enfant a besoin de se livrer. Et là, si vous voulez, en aucun cas l'enfant ne se pose la question. Il sait qu'avec nous, il peut tout nous dire, on peut parler de tout. Et ça, c'est quelque chose qui l'aide lui dans sa structure de pensée, dans sa confiance en lui, puisque l'adulte n'est pas là pour le juger. Parce que c'est vrai qu'on est dans la bienveillance, mais parfois la bienveillance, on met beaucoup de choses derrière. Pour moi, la bienveillance, c'est vraiment accueillir ce qui vient et sans juger. Un enfant ne se sent pas jugé. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui permet d'ouvrir pour avoir cette confiance. Ouais. Notre liberté, c'est la liberté de sortir de la classe, de sortir de l'école. Donc même aujourd'hui, j'étais en train de parler avec 2 enfants. Il y a un projet ici dans la classe d'avoir une tortue. et j'ai dit, mais ça c'est pas ma responsabilité. Ce projet, c'est pas moi, c'est les enfants. Normalement, on fait des entretiens toutes les semaines hebdomadaires. Et on est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire. On peut avoir un animal ici dans la classe, mais quel animal? Un tortue. Donc, quand on dit communiquer, donc c'est pas moi qui parle avec la personne qui vend la tortue, c'est l'enfant. On aide, on donne des clés, on s'entraîne pour parler avec des jeunes à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'était un enfant de 6 ans qui parlait avec... L'enfant, il a parlé, je pense qu'avec 3 ou 4 magasins différents. Est-ce que moi, je suis dans la classe de Dragonflies, j'ai dans l'école Montessori et j'ai des questions. Est-ce que vous avez des tortues? Est-ce que vous avez la cage? Combien ça coûte? Ah, mais ça, c'est cher. Donc, on donne les clés pour l'enfant, c'est communiquer pas seulement dans la classe, mais avec le monde. Parce que, comme on dit, notre but, c'est que l'enfant, on dit, soit indépendant, qu'il soit indépendant. Et ça fait partie de notre vie, parce qu'on parle chez nous, on parle de notre travail, mais on parle avec des gens qu'on ne connaît pas.
Et c'est intéressant parce que avec cette conversation par rapport à la tortue, ils se sont rendus compte tout seuls que c'était pas si simple d'avoir une tortue parce qu'ils sont... C'était rigolo. Ils ont dit, et le petit garçon est venu me voir et il me dit, Claire, une tortue ça coûte 180 €. J'ai dit waouh, je savais pas que c'était si cher. Ouais. Et en fait, on est en train les enfants se rendent compte que c'est pas si simple. C'est pas comme si nous, on avait pris le téléphone, on avait appelé, on avait dit ouais combien ça coûte et on avait écrit 180 € sur un papier, la cage. Non, c'est que ce qu'on souhaite pour l'enfant, c'est que ok, tu as un projet, ben tu prends le téléphone, tu téléphones. Comment on téléphone ? Il y a tout un cheminement derrière. C'est comment on téléphone, comment on parle à un adulte sans se faire raccrocher au nez. Qu'est-ce qu'on doit dire ? Quelles sont les formules à dire ? Enfin, c'est tout un processus que pour nous, c'est évident parce que c'est notre quotidien, mais qui ne l'est pas pour un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a une chose qui c'est intéressant, on a dit de façon générale, mais après que l'enfant il a appelé les 4 magasins, après les appels, l'enfant il était mais la tortue des terres, on dit, la tortue des terres, c'est cher, c'est 180 €. Non, on va trouver un tortue de l'eau. Oui, tortue d'eau. C'est beaucoup moins cher. Mais la posture, c'était comme un petit adulte en train de réfléchir comment on va réussir à faire ces projets. Ouais. Donc, quand on trouve l'équilibre entre la liberté et la responsabilité, il y a un changement chez l'enfant. Il prend ça comment ? Maintenant, je peux appeler les magasins pour savoir combien coûte un tortue. Et pas seulement la tortue, mais la cage, la nourriture, l'adresse et tout qu'il faut pour... Le transport, comment se rendre au magasin. Voilà. Tout qu'il faut pour interagir avec les mondes. Et dans toujours ce même but d'indépendance et d'autonomie. Toujours. Ouais. Et cette liberté donc de sortir en dehors de la classe, et ça c'est des choses que vous pouvez faire avec vos enfants. Quand on dit ils ont un projet d'un gâteau, ah ok, tu veux faire un gâteau, ben ok, est-ce que tu veux aller voir dans le placard, est-ce qu'il y a des choses pour faire un gâteau ? Est-ce que tu as la recette ? Est-ce que tu as la recette ? Ouais. Et on peut se demander, on va parler de la responsabilité, mais donc on est en train de parler de toutes les libertés qu'il y en a dans la classe. Et après, on va parler de l'autre côté, de la responsabilité. Parce qu'avec la liberté, il y a la responsabilité. On peut y aller, je pense. Oui, on peut y aller. Donc ça, c'est intéressant. On a fait un exercice. Donc, si on dit à l'enfant une phrase comme ça c'est vraiment intéressant. On dit, tu as la liberté de choisir ton travail. Tu as la liberté de choisir avec qui tu vas travailler. Tu as la liberté de travailler combien de temps tu veux. Si on change les mots, liberté pour responsabilité, c'est la même chose. Tu as la responsabilité de choisir ton travail. Tu as la responsabilité de choisir avec qui tu vas travailler. Tu as la responsabilité de combien de temps tu vas travailler. Tu sais, c'est le même sens pour nous. On change les mots liberté et responsabilité, mais ça marche. Ça marche, ça devient... Pour nous, c'est la même chose. Donc ça qu'on fait dans un environnement préparé, c'est donner cette clé à l'enfant, que les deux marchent toujours ensemble. Donc, quand on parle de liberté, forcément, on parle de la responsabilité. Donc, dans toutes les libertés qu'on a dit, il y a l'autre côté. Donc, comment on fait pour savoir si l'enfant il est prêt pour prendre la responsabilité, par exemple, d'appeler un magasin ou même de nettoyer... Gardien du sol, ou nettoyer sa table, ou de gérer son propre temps, ou même d'avoir d'argent pour acheter des choses. Comment on fait, comment on sait ? Et normalement, ce qui, je peux dire, même au Brésil, parce que je suis brésilien, normalement, on infantilise l'enfant. Donc l'enfant, il y a 6 ans, mais dans notre tête, il a 4 ans. On fait comme s'il y a 4 ans. Et parfois, c'est un peu difficile à accompagner les grandissements. Le développement. Le développement de l'enfant, parce qu'à chaque fois, il a besoin de plus d'espace. Donc, pour avoir la capacité, pour bien réussir à avoir la responsabilité, il faut avoir un espace pour essayer. Et cet espace, c'est la liberté. Donc, si l'enfant il n'a pas cet espace pour, bien sûr, pour réussir ou pour s'y tromper, il n'est pas capable de développer sa responsabilité. Donc, ici, dans notre classe,
même avec nos enfants, c'est toujours ça. On ouvre un petit peu cette porte de la liberté en donnant la responsabilité et on voit comment ça marche. Et c'est souvent qu'on est surpris de voir que l'enfant, il prend la responsabilité avec une façon qu'on dit, ouais, je pensais qu'il était prêt, mais en vrai, il était déjà prêt peut-être avant. Ouais. Une chose qui est intéressante qu'on peut vous donner en anecdote, on peut donner par exemple la liberté de choisir son travail. On a des enfants pour qui on donne la liberté, on s'aperçoit aussi que c'est peut-être trop difficile. Parce que trop de liberté, ça peut être aussi quelque chose où on se perd à l'intérieur. Donc ça, c'est comme on disait déjà auparavant, toujours cette question de réajustement, toujours, constant. Ça, c'est quelque chose aussi de bien garder en tête, de réajuster. Donc on a un enfant avec qui c'est très difficile de choisir un travail parce que c'est trop. Qu'est-ce que je fais ? Celui-là. Il est perdu dans tous ses choix. Donc avec cet enfant, on voit que c'est difficile pour toi de choisir un travail, donc on réduit petit à petit. Donc c'est-à-dire qu'on va lui laisser 3 choix, puis si 3 choix c'est difficile, on va lui laisser que 2 choix. Et si 2 choix c'est difficile, on va l'aider ensemble à choisir, lui et moi, ou Felipe, à choisir un travail. Parce que la liberté peut être quelque chose de si c'est trop, donc toujours réajuster par rapport à ça. Ouais. Et une chose qui se passe, on dit que l'enfant il a la liberté de choisir son travail. Mais tous les enfants ici, dans notre classe, ils ont la responsabilité de faire ses objectifs. C'est des tâches qu'il doit faire tous les jours. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps pour choisir son travail de façon autonome. Et même dans ses objectifs, par exemple, on dit que l'enfant doit travailler avec les mathématiques. Mais il peut choisir quel matériel je vais utiliser, avec quelle opération mathématique, quelle opération je vais faire. Mais l'objectif, il est là. Il doit travailler avec la mathématique. Il y a l'écriture. Donc ça, c'est un objectif. Mais il y a plusieurs façons de réussir à faire cette tâche. Donc, en même temps qu'il y a la possibilité, la liberté des choix de travail, il y a les responsabilités. Il y a des choses qu'il doit faire parce qu'on est dans une école, il y a les programmes nationaux, il y a plein de choses à apprendre. Et ça aide aussi l'enfant à avoir des bonnes habitudes. Oui. Des bonnes habitudes. De la rigueur et de se tenir à ses objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour les enfants. Mais en vrai, ces objectifs-là font partie de leur responsabilité. Donc nous, si on s'aperçoit de notre côté que cette liberté qu'on leur donne n'est pas au même niveau que leur responsabilité, du coup, on va réajuster avec eux. En ce qui concerne, tout à l'heure on parlait aussi du mouvement, donc la liberté dans notre classe, c'est de pouvoir bouger, se déplacer, aller aux toilettes, bouger de table en table s'ils en ont le souhait, d'aller à boire, etc. Mais la contrepartie, ce qu'on attend nous, c'est que de ne pas courir, de ne pas déranger les autres et de ne pas marcher de façon bruyante, de toujours se déplacer. Donc ça, c'est quelque chose que nous aussi, en termes d'adultes, on fait, parce que l'enfant va être aussi dans le mimétisme de l'adulte. Donc nous, dans la classe, avec Felipe, notre posture, elle est très importante. On ne marche jamais rapidement dans la classe. On fait attention de ne pas faire trop de bruit quand on marche. Ça, c'est des choses qui sont importantes parce que les enfants vont forcément faire comme l'adulte. Donc, ta liberté, c'est que tu peux te déplacer. Par contre, ta responsabilité, c'est de ne pas déranger les autres et de ne pas faire des glissades de long en large et en travers et de marcher de façon respectueuse des autres. Et on peut parler à ce moment-là des 3 formes de respect aussi que nous avons instaurées dans la classe. Donc le respect de soi-même, des autres et du matériel. Donc cette forme de respect, c'est tout le temps qu'elle est là. Elle est avec nous tout le temps. Parce que c'est les libertés et les responsabilités à la fois. Ouais, donc on peut dire même responsabilité, on peut dire il doit respecter l'autre, mais il doit prendre soin aussi. Donc il doit prendre soin de soi-même, prendre soin de l'autre, prendre soin de l'environnement. Donc c'est une forme de respect profonde. C'est pas seulement il va respecter, les problèmes c'est de l'autre. Non, c'est aussi sa responsabilité, prendre soin de l'environnement parce qu'il fait partie de sa communauté. Raja a une question. On va juste mettre le chat.
Raja, tu veux dire quelque chose? Est-ce que tu peux nous écrire? Non, c'est Mélanie. Pardon, c'est Mélanie. Excuse-moi, ouais. Mélanie. Pardon, vas-y. Ouais, du coup, une question très, très, très concrète là, par rapport à cette question de liberté et responsabilité. Par exemple, la gestion des tenues le matin. Voilà. Donc, là, par exemple, pour prendre l'exemple d'Adèle, voilà, elle voulait s'en occuper, etc. Donc, très bien. Sauf que, oui, enfin, pour moi, et bon, peut-être que ça ne devrait pas, hein, mais pour moi, c'est important de prendre soin des habits. Voilà, c'est un truc important. Et du coup, d'avoir la bonne tenue qui soit adaptée. Ouais. Pour aller faire du sport, on va courir et tout, on met pas une jolie petite robe. Voilà. Ouais. Et du coup, je sais pas comment m'y prendre, parce que là, j'ai essayé de lui dire, bon ok, tu gères, et j'essaie de lui dire, bon fais attention, là, qu'est-ce que tu as aujourd'hui, comment est-ce que tu peux, voilà, quelle tenue te semble le plus adaptée. Et bon, ça marche pas vraiment, j'ai l'impression de faire un peu la et je sais pas comment faire pour pas qu'en plus derrière il n'y ait pas de jugement et que ça tombe pas comme une sanction ce que je lui dis. Par exemple, ce soir, prendre l'exemple très concret, elle est revenue avec le pantalon complètement défoncé à l'arrière parce qu'elle a fait le toboggan sur la terre. Donc je lui dis, moi ça me gêne pas en soi, mais là le pantalon il est fichu, donc si tu veux faire ça, ok, tu mets un autre pantalon le prochain coup, mais enfin je sens que ça la saoule, enfin voilà, t'es une mère nulle et tout, enfin voilà, j'ai le droit à tout. Et du coup, je sens bien que je trouve pas les bons mots, quoi. Voilà. Ouais, donc ça, c'est un point de notre conférence, c'est comment on fait. Et c'est toujours la même réponse, c'est l'environnement. L'environnement, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître, juste, on précise peut-être, l'environnement, quand on parle d'environnement, nous ici, c'est la classe. L'environnement, chez vous, c'est votre maison. Ouais. Donc, est-ce que l'environnement soutient Adèle dans les moments qu'elle va choisir ses vêtements? Donc, j'étais en train de parler avec Claire, c'était hier, je ne sais pas. Et parfois, on fait des piles des vêtements. Et pour un enfant de 6-7 ans, il va prendre la quatrième. Le dernier, il prend et tout. Donc, la pile, adieu. Donc, est-ce que c'est l'enfant qui ne sait pas, ou est-ce que c'est l'environnement qui ne soutient pas sa capacité de choisir ses vêtements? Donc, avec ma fille, elle sait qu'elle ne peut pas mettre des habits qu'il y a des trous. Donc, ça, c'est une règle. Donc, elle peut choisir ce qu'elle veut, mais il y a quelques règles pour l'aider à bien se tenir. Donc, la première question, c'est toujours ça, même pour nous comme éducateurs, c'est est-ce que l'environnement soutient cette responsabilité de choisir ses vêtements? Est-ce que c'est facile pour l'enfant de savoir, ça c'est les vêtements pour les sports, ça c'est les vêtements pour l'hiver, ça c'est les vêtements pour l'été, ou est-ce qu'il y a est-ce que c'est tout en place pour l'enfant bien comprendre qu'est-ce qu'il doit faire? Une chose qui est intéressante là, Mélanie, puisque moi je le vis avec mes enfants, déjà s'ils n'ont pas la bonne tenue pour le sport, déjà c'est les premiers qui vont être embêtés. Parce que si Adèle fait sport avec la jupe, je peux te dire qu'elle fera sport avec la jupe une seule fois. Ça va pas. Ça, c'est des choses qui vont aussi avoir une conséquence aussi, sur eux. Après, moi, ce que j'ai fait pour mes enfants, parce qu'ils faisaient pareil que toi, ils me mettaient les super belles chemises et tout pour aller à l'école, ils revenaient avec la peinture et tout. Donc ça, c'était un peu difficile. Donc on a établi avec eux que ce tiroir-là, c'est pour l'école. Donc ce tiroir-là, c'est que pour l'école. Et comme tu disais, je disais, mais pourquoi ils renversent tout? Pourquoi quand je vais dans le tiroir, c'est toujours renversé? Mais parce qu'en fait, les piles, ça marche pas. Les piles comme ça de vêtements dans la commode, ça marchait pas. Donc on a vidé. On a mis que 3 ou 4 pulls pour la semaine. On a mis 3 ou 4 pantalons. Si c'est des pantalons pour moi, mes enfants, ou des pulls que j'adore, clac, je les mets sur le côté. Et on a fait ça ensemble avec les enfants. C'est-à-dire que ce tiroir-là, c'est que pour l'école. Ouais, avec Julie, on dit qu'il y a des vêtements pour des fêtes. De fêtes. Pour sortir. Ouais. Donc, elle sait qu'est-ce qu'elle doit utiliser, qu'est-ce qu'elle peut choisir et ça dépend de où, quel rendez-vous on a, ou quel endroit on va y aller. Et donc, la première question, est-ce que sa commode ou son armoire, est-ce que son espace de rangement, qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Alors typiquement, j'avais mis effectivement, j'ai fait un rayon en bas
pour le sport, le cirque, et puis voilà, pour aller barouder. Et du coup, elle dit que c'est les habits moches, donc elle ne veut pas les mettre. Voilà. Donc elle a parfaitement compris le truc. J'avais essayé ça, mais c'est pas ça qu'elle veut, quoi. Donc, Ouais, mais qu'est-ce que c'est à dire c'est moche? Parce que c'est intéressant avec l'enfant, ou même avec ma fille. Parfois, on a une super semaine, on fait plein de choses, on a voyagé, et elle adorait tout. Mais à la fin, il y a quelque chose, je ne sais pas, elle a choisi un chocolat qu'elle n'a pas aimé. Et j'ai demandé, mais comment c'était notre semaine? C'était bien? Est-ce que tu aimais bien notre vacances? Elle dit, non, je n'ai pas aimé. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas? Mais c'était incroyable. Et donc, je pose encore la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé? Ouais, c'était les chocolats. Ah, et à dehors des chocolats, est-ce que les restes c'était bien? Ouais, papa, c'était génial, c'était génial. Donc, l'enfant, sa façon d'exprimer, parfois, c'est pas aussi facile de comprendre. Donc, quand elle dit ça, ça c'est moche, mais qu'est-ce que c'est moche? C'est les vêtements, c'est un, deux vêtements, ou c'est les tiroirs, ou c'est la façon qu'elle fait. Donc, ça, c'est important de savoir. Qu'est-ce que c'est moche dans cette liberté ou responsabilité de choisir ses vêtements? Je pense que justement, j'ai essayé d'instaurer un truc et elle a parfaitement compris les habits qui craignent pas et les habits qui craignent. Et du coup, c'est ça qui l'attire, c'est les habits qui craignent parce qu'ils sont beaux et qu'elle est plus belle avec. Et elle me dit, et je sens qu'elle est convaincue du truc, elle dit non mais je vais faire attention. Et elle rentre le soir, voilà, si c'est abîmé et tout, c'est qu'entre-temps, elle a oublié, parce que juste, elle a 7 ans. Mais du coup, comment faire derrière pour... Enfin, je suis là et je lui dis, oui, enfin, on peut pas faire une sanction, enfin, voilà, voilà, et de lui dire, c'est abîmé, c'est un peu un jugement, enfin, c'est... Je pense que ce qui est intéressant, c'est que là, tu lui as donné cette liberté de mettre, du coup, les vêtements qui n'étaient pas décidés pour ça. Et quand elle revient et qu'elle est quand même trouée, ça veut dire que cette liberté, c'est trop difficile pour elle de l'avoir. Tu vois? Donc, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ouais, ça dépend, parce qu'on y connaît tous les détails, mais peut-être c'est une façon, parce que peut-être elle fait ça et elle va réussir ce qu'elle veut. Ouais. Peut-être qu'elle fait ça parce que c'est une stratégie. Donc, si je fais ça avec ma maman, donc je vais pouvoir utiliser d'autres vêtements que j'aime bien. Et il y a ça, dans l'environnement ici, dans la classe, peut-être on met, tu as cet objectif. Et l'enfant, mais moi, je n'aime pas, nanana. Ça, c'est sa première réaction. Mais après 1-2 jours, même après, il est, Philippe, je vais faire mon objectif. Il est content de faire. Donc, peut-être c'est quelque chose, c'est une façon de dire non, je vais faire une autre chose. Ou peut-être, c'est travail de choisir les habits. Peut-être que tu peux faire avec elle. C'est souvent que je fais ça avec Julie, on fait ensemble. Donc on dit, il faut avoir les vêtements pour sortir, il faut avoir les vêtements pour les sports, pour l'école et tout ça, et on fait ensemble. Et on décide ensemble. Et si elle ne prend pas les bonnes décisions, je dis, mais ce type de vêtements, c'est pas approprié. Oh, mais ça marche. Donc ça ne marche pas. Parce que l'enfant, dans le deuxième plan, il toujours veut savoir les comment et les pourquoi. Donc peut-être si on fait ensemble, on a l'opportunité d'expliquer pourquoi, comment on fait. Donc normalement, s'il comprend les raisonnements qu'on est en train d'utiliser, normalement, il l'utilise. Donc ça peut être plein de choses. Il faut essayer. Une chose qu'on dit dans les Montessori, on dit que la méthode, c'est une méthode scientifique. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici dans la classe? Qu'est-ce qu'on fait même chez nous? C'est la première chose, on observe. Ça c'est intéressant. On observe, on fait une observation. Ça, c'est le premier pas. Il y a une façon de faire ça, on peut parler de ça. Dans le deuxième moment, on va analyser cette observation. Donc, est-ce que ma fille elle prend les vêtements bien? Donc, c'est le temps d'aller à l'école, donc je vais l'observer. Si elle prend bien, non, il y a trop de choix. Peut-être il y a trop de vêtements et on peut voir que l'enfant, c'est difficile de choisir. Donc, on fait l'observation, après on fait l'analyse. Avec l'analyse de cette observation, peut-être on va créer des hypothèses. Peut-être il y a trop de choses, il y a trop d'options. Peut-être il y a trop de vêtements, peut-être les rangements, c'est pas bien. Peut-être que les meubles ne sont pas adaptés. Peut-être il n'y a pas beaucoup de temps pour choisir. Peut-être elle a besoin de plus de temps. Donc, il y a des hypothèses. Avec les hypothèses, on peut avoir un plan d'action.
on va changer la façon qu'on range les vêtements. On va ranger les vêtements ensemble. On va avoir une action. Et on met l'action, on fait l'action, et après on revient dans l'observation. Donc on fait les changements et on observe. Mais maintenant ça marche. Non, c'est pire. Donc, on doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est toujours ça. Et si on fait ça, si on fait ce cycle, qui c'est la méthode scientifique avec l'enfant, on fait Montessori. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas Montessori. Et même Maria, elle dit qu'elle n'a pas créé la méthode Montessori. Elle n'a pas créé la méthode. En vrai, elle a observé l'enfant et c'est l'enfant qui l'a montré qu'est-ce que c'est la méthode. Donc, cette approche, si on peut faire avec des petites choses. Donc, avec ma fille, elle aime bien cuisiner. Et quand elle cuisine, j'observe. Est-ce qu'elle peut prendre la casserole? Est-ce qu'elle peut prendre les outils? Est-ce qu'elle peut bien prendre des choses dans les frigos? Non, c'est trop haut, c'est trop bas. Est-ce qu'elle peut casser les œufs dans la casserole? Est-ce qu'elle peut couper les ingrédients? Donc, il y a peut-être des choses qui ne marchent pas. Donc, j'écris des hypothèses. Peut-être que je vais trouver avec elle une chose différente. Je vais montrer une façon différente de cuisiner. Peut-être que je vais donner plus de liberté. Je vais donner la responsabilité même de savoir si c'est prêt ou pas. Et je fais des changements et après je regarde de nouveau, je fais une nouvelle observation. Donc si on garde ça en tête, si on peut utiliser ce cycle, ça, on peut dire qu'on fait Montessori. Et ça, c'est des clés essentielles pour nous comme parents. C'est des clés essentielles parce qu'on ne va pas trouver du premier coup, forcément, comment ça va marcher. Et c'est ce cycle-là de observation, hypothèse, analyse, et de chercher et de revenir à l'observation. Et c'est ça qui est aidant. Parce que essayer d'avoir un plan et se dire « ouais, ça va marcher ». Et alors, quelle frustration quand ça ne marche pas. Ça, c'est trop compliqué. Un exemple qu'on peut donner... Qu'est-ce que tu m'as dit tu as raconté que tes enfants, c'était difficile de mettre la serviette. Tous les jours, quand je rentrais dans la salle de bain, la serviette était par terre. Tous les jours, elle était par terre. Et quand je rentrais, je disais « mais attends, c'est pas possible. Cette serviette, elle est toujours par terre. » En fait, je me disais « pourquoi ?» Donc, j'ai fait la souris, et quand il se séchait, après la douche ou après le bain, en fait, il faisait comme ça. Il faisait un mimétisme, mais il n'y avait pas de crochet. Il faisait ça sur le sèche-serviette, à poser. Et donc, forcément, comme il faisait ça, elle allait par terre, puisqu'il n'y avait pas de crochet. Et je me suis dit, mais évidemment, où tu veux qu'il la mette, cette serviette? Il n'y a pas de crochet. Et du jour où on a mis un crochet à leur hauteur sur le sèche-serviette, la serviette était sur le crochet. Donc, c'est des petites choses comme ça, où... On observe, on analyse, on fait des hypothèses. Bon, là, c'était quelque chose de flagrant. Après, quelque chose où, beaucoup de... le rangement de la chambre. Venons-y. Et souvent, quand, quelque chose aussi, qui était problématique, c'est quand je rentrais dans la chambre de mes enfants et que je disais, non mais là, il y a un problème, c'est pas possible. Là, il y a quelque chose, on voit pas la couleur du parquet, c'est pas possible. Donc, je me disais, que faire? Et donc, j'ai fait ça, et en fait, j'ai eu un moment de recul et j'ai regardé cette chambre et je me suis dit, non mais attends, comment tu veux que ça soit rangé? Ça déborde de tous les tirs. Pareil pour les piles. Tout à l'heure, on disait, il prend celui d'en dessous, il y a tout qui se renverse. C'est les 20 minutes qu'on a passé à plier le linge, terminé. Ouais. Donc, tout ça, c'est des petites choses. Et le rangement de la chambre, j'ai pu observer que les tiroirs n'étaient pas adaptés pour lui, pour tirer ses bras, pour ses petits bras. Beaucoup trop haut, parce que pour nous, quelque chose qui nous arrive ici, pour eux, c'est quelque chose où ils doivent être comme ça. Donc, les enfants ne vont pas le faire. Ils ne vont pas aller spontanément faire quelque chose qui est difficile. Donc, on a revu, on a vidé. Alors, moi qui ai beaucoup de mal à me détacher des choses, on a fait une espèce... Moi, j'arrive pas à jeter. Donc, on a fait une espèce de roulement où on a mis dans des caisses, dans le garage, pour pouvoir tourner. Mais on a désencombré. Et le fait de désencombrer, c'est quelque chose qui aide l'enfant. Parce qu'au final, l'enfant a besoin, c'est ça que tu me disais aussi, de ce qui est nécessaire. Ouais. Et on se rend compte que dans la chambre d'un enfant, le nécessaire... C'est nécessaire, c'est ça. Et chez nous, on a tout ça. Voilà. Ouais. Et même pour les vêtements, ça c'est intéressant parce que pour nous comme adultes, peut-être que c'est facile de prendre des vêtements.
on sait qui on veut, on achetait notre vêtement, on sait qu'il y en a dans les placards, on prend ça, on essaie, c'est parti, on fait. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent quand on va choisir les vêtements. C'est pas aussi évident pour l'enfant qu'est-ce qu'il doit choisir, qu'est-ce qu'il va faire, parce que donc qu'est-ce qu'on est en train de faire, c'est quelle est la capacité de l'enfant, comment l'enfant voit sa propre chambre, et comment je peux aider l'enfant à prendre ses choix. Donc c'est souvent ici dans la classe, il y a 23 enfants, et au début de l'année, il y avait des enfants qui ne pouvaient pas mettre ses chaussures. Et il y avait des enfants qui ne savaient pas faire des lacets. Donc, comment il peut avoir la responsabilité de mettre ses chaussures s'il ne sait pas faire? S'il ne sait pas faire. Donc, j'ai vu ça, j'ai pris les matériels des 3-6 et j'ai fait l'activité pour apprendre à faire des nœuds. Et après ça a marché pour deux enfants, je pense. Mais un autre enfant, il y avait une autre chaussure c'était une autre façon, mais c'est trop dur. Il y a un vrai, j'ai parlé avec cet enfant et j'ai dit, tu dois changer des chaussures parce que sinon tu ne veux pas réussir. Ce sera à moi de mettre tes chaussures tous les jours. 2 fois par jour. Et j'ai dit, ça, ce n'est pas ma responsabilité. C'est ta responsabilité d'avoir une chaussure pour mettre tout seul. Imagine, je dois mettre 23 chaussures. Je vais faire ça toute la journée. Donc, quand on dit l'environnement, c'est tout ça. C'est des petites choses, c'est des grandes choses. Donc, ici dans la classe, c'est toujours dynamique. On change des règles, pas toutes les règles, mais on change des petits les règles. Justement. On change d'environnement. Il y a une anecdote par rapport à les papiers qu'on a dans l'environnement. Peut-être on a le temps. Donc, les enfants ont commencé à utiliser des papiers de façon incroyable. Des petites maisons. Ils commençaient à utiliser de façon trop en quantité. C'est arrivé très rapidement. Ils construisaient des maisons. Oh, regarde, j'ai fait une piscine. Oh, regarde, j'ai fait des petits bonhommes. Des petits bonhommes et tout ça. Et c'était bon, dans ce travail, c'était intéressant parce que l'enfant, il était vraiment dedans l'activité. Et c'était difficile de dire, maintenant tu dois faire la maths. C'était impossible guider l'enfant vers la maths. Et ça prenait trop de place, en tout cas, dans les apprentissages. Ça a commencé avec 2, 3, 4 enfants. Et on a observé. Et après, c'était 20 enfants. Presque tous les enfants. Et je me souviens bien, j'étais avec Claire ici, on regardait. On observait, Et j'ai dit, et Claire était, ah, qu'est-ce qu'on fait? Notre travail ne marche pas. J'ai dit, mais ça c'est incroyable. Regarde, tous les enfants sont en train de travailler, ça c'est important. Ils sont concentrés, ils travaillent avec les mains. Le travail avec les mains, c'est important. Donc il y a plein de choses qui sont intéressantes. Mais on ne veut pas à l'école pour faire des maquettes, on dit. Des maquettes, des constructions en papier. Toute la journée, tous les jours. Toute la journée, tous les jours. Et on n'est pas là pour ça. Donc on a réfléchi, on dit, mais qui a mis les papiers en libre service? En libre service. Qui a fait ça? C'était nous, c'était les adultes. Donc qui a construit l'environnement, qui a le pouvoir d'échanger l'environnement? C'était nous. Mais on a mis et ça a marché comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je pense que c'était les week-ends. Et le lundi, on a pris tous les papiers et on a mis dans les placards. Et maintenant, si l'enfant voulait un papier, c'était tu peux avoir les papiers pour travailler. Et on a défini bien les travaux. C'était l'art, c'était la maths, c'était l'écriture. C'était des choses qu'on fait à l'école, c'était des choses qu'on fait chez Montessori. Mais c'était nécessaire dire au savoir qu'est-ce qu'il voulait faire. Et des petites maisons, des choses comme ça, non. Et ça a été incroyable parce qu'on a observé, on a retiré tout le papier. Donc ils sont arrivés chercher dans tous les tiroirs, pas de papier. Donc ça, c'est quelque chose qui les a surpris un lundi matin, je peux comprendre. Hein. Mais c'était, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est de voir à quel point ils se sont dit, ah ouais, donc en fait, on n'était vraiment pas dans la bonne ligne. Et en fait, c'est en train de nous aider ce qui se passe. Et progressivement, on leur a dit, le papier, tu te rappelles, c'est pour un projet, c'est pour un travail, tu t'en souviens? Oui. Et au rassemblement, rapidement, ils ont dit, oui, non, mais bien sûr que cette règle, elle est normale.
Bien sûr. Ouais. Et dans cette matinée, qu'il n'y avait pas les papiers à libre service, les enfants ont commencé à prendre les matériels. Et c'était une transformation, hein, c'était comme la magie. On a l'enfant, le matériel qui était là avant, mais il n'a pas pris les matériels, il a choisi les papiers. Mais maintenant, il n'avait pas les papiers, mais il avait le matériel, donc il voulait travailler, il voulait utiliser ses mains, il voulait se concentrer. Il a commencé à utiliser le matériel pour faire la maths, la biologie, la géographie, le langage. Donc, c'était pas à nous de dire, maintenant... Tu arrêtes avec le papier, ça suffit. C'était pas ça. Ouais. On a changé, on a observé, on a analysé, on a fait hypothèse, plan d'action. On a enlevé le papier, on a vu ce qui se produisait. Les enfants se sont mis à travailler, ils ont pris le matériel. Comme tu disais, ils se sont investis dans autre chose. C'était pas le chaos du tout. Et voilà, on a pu voir que du coup, ces enfants-là avaient besoin de travailler avec leurs mains. Et ils ont accepté la règle. Et ils ont commencé à travailler. Ouais. Et c'est intéressant qu'après quelques temps, peut-être un mois ou deux, on a remis les papiers. Ouais. Parce que ça, Parce qu'on avait reparlé aussi au rassemblement, le papier, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on fait avec le papier. On les a impliqués aussi dans ce choix. Et tout de suite, eux, ils ont compris quelle était leur responsabilité avec le papier, comment ils pouvaient se positionner avec le papier. Pourquoi on a les papiers. Pourquoi il est là. Pourquoi il est là, donc, le papier. Ils ont compris. Et aujourd'hui, les papiers, il y a libre service. De nouveau. Bravo, le papier est revenu. Et ça marche. L'enfant, il a compris pourquoi il y a le papier. Donc, qu'est-ce que c'est à dire? Il y avait trop de choix, il y avait trop de liberté. On a changé l'environnement, on a donné moins de choix. L'enfant, il a compris qu'est-ce qui s'est passé et on a augmenté de plus en plus cette choix, cette liberté. Et maintenant, ils sont responsables. Donc, ils prennent soin des papiers parce qu'ils savent que c'est pour travailler, c'est pour faire des choses intéressantes. Et on ne voit plus de maquettes, ni de piscine, ni de garage, ni de rien de tout ça. Ça c'était... Mélanie, vas-y, Mélanie, si tu veux. Ouais, j'avais juste une question, c'était du coup quand vous avez rappelé les règles et à quoi servait le papier après l'avoir retiré, est-ce que ça a été accepté, du coup ça a été vraiment accepté facilement, il n'y a pas eu de rébellion, enfin mais non, on voulait faire des maquettes, mais ça, voilà. Ouais, donc pourquoi ça marchait bien? On a un lien fort avec les enfants. Les enfants font confiance à nous. Quand on a enlevé les papiers, ce n'était pas tous les enfants qui nous posaient des questions. Pourquoi? Il y avait 2, 3 enfants. Les autres, c'était, il n'y a pas des papiers, je vais faire une autre chose. Donc, on a pris une décision en savant des conséquences que ça pouvait être, mais on était sûr que ça, c'était pas les bons schémas. Non. On n'est pas là, et en vrai, avec les papiers étaient disponibles, et on parlait avec les enfants. On n'est pas là pour faire des petites maisons et des petits chiens, des petites choses. On est là, et on a parlé avec les enfants. Pourquoi il y a l'école? Et c'était les enfants. Je sais, c'est pour apprendre. Pour apprendre à faire quoi? On les a impliqués dans ce choix, en fait. On a agi, mais on les a impliqués, toujours eux en tant qu'acteurs, comme tu disais. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que c'est l'école pour toi? Alors, on a eu des réponses diverses, des variées, mais enfin, l'idée était quand même là pour tout le monde. Ouais. Donc, ça marchait bien. En vrai, il n'y avait pas de conflit du tout. C'était vraiment... Dans l'acceptation. Ouais, c'était harmonieux, cet changement. Et on était ravis d'avoir cette transformation dans la classe. Oui. Et on a fait ça, on fait ça plein de fois. Même aujourd'hui, on est en train de faire ça dans notre domaine, dans une autre chose, mais on toujours fait ça. Parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, la première question c'est qu'est-ce que je peux changer dans l'environnement? Donc si j'ai envie que mon enfant range sa chambre, pourquoi il ne range pas? Et ça, Maria Montessori dit, l'enfant, il cherche l'ordre. L'ordre, c'est vraiment important pour l'enfant. Donc, de façon naturelle, il cherche à être ordonné et organisé. Donc ça, on sait. On fait confiance à ça. Ici, il y a les chaos, des ordres. Les ordres, chaos, oui. On pose la question, mais qu'est-ce qui, dans l'environnement, ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a trop de liberté? Est-ce qu'il n'est pas prêt
pour avoir cette responsabilité, ou peut-être je ne donne pas les outils nécessaires. Comme mon enfant ne met jamais la table. Ok, mais est-ce que les assiettes sont accessibles? Est-ce que les couverts sont accessibles? L'idée, c'est de vraiment... L'enfant a cette volonté. Là, quelque chose qu'on a instauré aussi dans la classe, c'est la préparation des vêtements et la préparation des masques, puisque ça fait partie de la tenue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rappelle souvent aux enfants. Ah, mais moi, parce que dans la journée, ils doivent changer de masque. Ah, mais moi, j'ai pas de masque. Et pourquoi tu n'as pas de masque? Ma mère, elle m'a pas mis. Et on dit, non, c'est pas la responsabilité de ta maman, c'est à toi. Et là, on précise bien. Pourquoi? C'est non. Je comprends pas, c'est ta responsabilité, c'est ton masque, c'est toi, c'est pour ta journée, c'est pas ta maman. Ah oui, mais moi je sais pas où ils sont. Donc là c'est intéressant. Donc on peut dire, ah tu sais pas où ils sont, mais ce que tu peux faire ce soir en rentrant, c'est dire à tes parents de faire le sac à masques et d'avoir un sac avec des masques où l'enfant le matin ou le soir, il puisse préparer dans son sac. Pareil pour ses vêtements. À partir de 6 ans, un enfant peut faire tout un tas de choses. C'est incroyable. Il peut préparer ses vêtements. Même si ça va pas être... Oui, mais ma mère, elle veut pas parce que ça sera pas assorti. Ok. Alors peut-être qu'il faut revoir. Peut-être qu'il y a trop de vêtements. Parce que moi aussi, le matin, j'aimerais trop mettre la robe que j'ai mis pour le mariage il y a 2 mois. Elle était trop belle. J'avais trop envie de la mettre. Mais voilà, il y a des choses que... réfléchir avec l'enfant pour voir comment lui, on peut le mettre acteur de tout ça. Choisir tes vêtements. Toi, c'est tes vêtements. Ah oui, mais moi, j'ai pas de masque ou j'ai pas de chaussettes ou j'ai pas de rechange. Ah ouais, mais c'est ta responsabilité. On va parler des outils, des responsabilités, mais avant ça, j'ai noté, je me suis rendu compte que la femme, c'est un professeur incroyable. Les temps, les climats, c'est un professeur incroyable. Donc, j'ai dit à ma fille, c'est pas ma responsabilité de choisir tes vêtements. C'est pas si on va sortir, c'est pas ma responsabilité de choisir ou même de prendre tous les goûters que tu vas manger. Donc, si on sort, elle sait déjà, ça c'est elle connaît les règles, donc on va au parc, donc je vais préparer mon goûter. Je vais à l'école, c'est à moi à prendre les choses que j'ai envie de manger. Parce que si elle ne prend pas, la femme va dire, Julie, tu n'as pas pris des choses. C'est pas moi, les papas en disant, Julie, tu vas avoir faim. N'oublie pas ton goûter surtout. C'est la faim, et la faim, elle est beaucoup plus puissante que moi en disant. Donc quand on dit laisser l'espace, c'est laisser cet espace pour l'enfant avoir faim. Donc, est-ce que c'est grave si l'enfant n'a pas pris son goûter? Parce que après, une fois qu'elle n'a pas pris son goûter, elle n'a pas apporté et elle avait faim, ça marque l'expérience, elle est importante. Et même aujourd'hui, quand on est en train de sortir, elle prend les goûters. Parfois, je dis, mais je ne vis pas mon manteau parce que je pense que c'est bien. Et elle dit, mais papa, tu sais, je vais prendre mon manteau parce que peut-être ça va être froid. Donc, elle a pris parce qu'il y avait cet espace de prendre. Et ce qu'on disait tout à l'heure, de développer cette discipline intérieure, cette responsabilité intérieure. Comme tu disais, la faim, le froid, tout ça, c'est des choses que l'enfant va ressentir. Et comme on dit, s'il oublie le goûter une fois, je peux vous dire que le lendemain, il va le préparer. Ou s'il sort en disant... Ça, on peut le voir ici dans la classe. Il y a certains enfants qui nous disent, pour la cour du midi, « Oh, est-ce que je prends mon manteau parce que peut-être qu'il fait froid ?» C'est ta responsabilité. Je peux vous dire qu'ils descendent sans manteau. Et un jour comme hier, où il faisait super froid, on les voyait remonter, je cherchais le manteau. Parce qu'ils avaient froid, mais ils ont eu l'enseignement par eux-mêmes. C'est pas nous, ça serait facile pour nous. On se met à la porte et on dit aux 23 enfants, tiens, aujourd'hui, c'est un jour venté, donc tout le monde prend son manteau. Ça, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, il y a des enfants qui posent la question, d'autres pas, il y en a qui prennent le manteau. Mais pour les enfants qui posent les questions, c'est pas à moi, c'est pas ma responsabilité, c'est pas moi, Claire, qui vais dire à toi, mets ton manteau. Non, si tu vas en bas, que tu as froid, tu vas revenir le chercher. Instantanément. Et c'est ce qui se passe, parce qu'on a confiance en l'enfant. Et on lui laisse cet espace pour se développer, pour apprendre, et voilà, cette confiance qu'on a en lui, parce qu'on sait que s'il a froid, il va revenir chercher son manteau.
est-ce qu'on parle des outils qu'on a ici? Oui, on peut parler des outils. Donc, on a... ça, c'était Maria Montessori qui l'avait instauré aussi de par ses observations. Ici, dans la classe, pour pouvoir parler de responsabilité, on l'a sous divers angles. Donc, un angle qui est important et qui peut s'adapter aussi parfaitement à la maison, c'est les entretiens qu'on fait avec les enfants. Donc ça, c'est quelque chose peut-être pour les parents de la classe qui ont déjà entendu quand ils font l'entretien. Donc, quand on fait un entretien avec un enfant, c'est avec un seul enfant. C'est un espace qui est pour lui, c'est son espace individuel. Où là, on a un moment privilégié avec l'enfant, on n'est qu'avec lui, et on parle justement de son travail, on prend tout ce qu'il a, tous ses cahiers, tout, donc là, ici, c'est répertorié dans un gros dossier, donc on prend son dossier et on ouvre tout. On ouvre tout, on regarde exactement où il en est, qu'est-ce qu'il a fait. Ça, c'est important pour lui de voir, ah ben là, je vois qu'en ce moment, tu fais beaucoup de mathématiques. Est-ce que toi, tu as envie de faire autre chose pour les guider, les orienter? Et ça permet de mettre l'emphase sur eux-mêmes, comment ils se développent, quel est l'espace pour apprendre, et de responsabilité, un outil de responsabilité, grâce... Ouais, Jane, merci. Et c'est aussi un moment pour faire un renforce. Oui, c'est un renforcement positif. Donc ça, c'est une question qu'on peut poser à nous comme parents. Est-ce que je prends le temps pour m'asseoir avec mon enfant une fois par mois, une fois par semaine, peu importe, mais pour donner tout mon écoute, pour écouter ce qu'il a envie de dire, pour dire ce que c'est important pour moi, ou quand je parle avec lui, c'est seulement pour dire des choses qui c'est pas bien. Parce que dans les entretiens, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont dit ça c'est pas bien, ça c'est bien, mais dans la plupart des temps, on est en train de renforcer ce qui c'est positif. Et il y a plein de choses que l'enfant fait ici, ou même ma fille fait, qui c'est des choses positives. Donc, c'est un moment de dire des choses qu'on aime bien, parce qu'avec ces renforcements positifs, on va guider l'enfant vers ce qu'on veut. Donc, ça, c'est une question vraiment importante. Est-ce que j'ai le temps avec mon enfant de parler des choses que j'aime bien qu'il fait? Et est-ce que ça, c'est régulier? Est-ce que j'ai fait ça souvent? Et c'est intéressant avec ma fille. Il dit, Julie, j'ai envie de parler avec toi. Et je fais ça depuis qu'elle est, je sais pas, elle a 2 ans. Elle était toute petite. Et quand je dis ça, normalement, elle vient en souriant. Parce qu'elle sait que c'est des choses intéressantes, c'est des choses... donc elle dit, papa, qu'est-ce que ça? Et parfois, je demande, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu aimes bien faire ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, j'aime bien quand tu m'as aidé à nettoyer ça. J'aime bien quand on a rigolé hier. Donc, c'est un moment on écoute l'enfant et pour créer ces liens. Et ça, c'est vraiment utile. Donc, si on a des choses en tête pour donner la responsabilité, je parle avec ma fille. À chaque fois, j'ai de plus en plus de responsabilités. La dernière fois, j'ai dit, Julie, j'ai une idée. Je pense que tu peux gérer notre argent pour acheter des choses. Donc, qu'est-ce que tu penses? Je donne 50 € et on va aller au supermarché, on achète ensemble, mais c'est toi à gérer l'argent. Elle dit, papa, ouais, je peux faire. Donc, en vrai, ça c'était, je peux dire que ça c'était une chose que j'ai fait après plusieurs actions avant. Mais la dernière fois qu'elle était avec moi, c'était elle qui a géré son argent, notre argent. Donc, elle fait normalement, elle fait la liste pour les marchés. Ça, c'est la responsabilité. Parce qu'elle aime les gâteaux, elle aime ça et ça. Donc, on fait la liste ensemble. Donc, c'est sa responsabilité. Quand on va aller au supermarché, c'est sa responsabilité aussi, trouver ce qu'il y a dans la liste. Et cette fois-là, on était en train de payer. Elle avait l'argent, elle a donné l'argent, les cassiers, comme on dit. Les cassiers. Et il a commencé à rigoler parce que c'était les petits Ils n'ont pas l'habitude. Et après ça, elle était... moi, j'ai fait des choses, c'est moi qui achète. Donc, je suis séparé, donc sa maman habite à Lyon et ma fille, Julie, elle était au téléphone avec sa maman.
Et sa maman dit, il faut acheter du citron pour faire ça, ça et ça. Est-ce que tu peux dire à papa qu'il doit acheter du limon? Elle dit, maman, je ne comprends pas. C'est moi qui achète des choses. Donc, quand on donne la responsabilité, et c'est vrai que c'est la façon qu'on donne la responsabilité aussi, il y a plusieurs façons. Quand on donne la responsabilité à l'enfant, il grandit. Donc, il a besoin de cet espace. Et quand il prend, on voit ça ici dans la classe, quand il prend sa responsabilité, il se sent fier après. Il se sent fier. Parce qu'il sent que l'adulte lui fait confiance et qu'il a la confiance de l'adulte. Et ça, pour lui, c'est très important parce qu'il se sent considéré du coup. C'est la même chose que quand vous faites ce temps privilégié avec vos enfants. Ce temps privilégié, cet espace que vous accordez à votre enfant où personne ne peut vous déranger, où vous êtes vraiment un temps de qualité avec lui, va renforcer sa confiance en lui, il va lui donner cet espace pour grandir et pour se construire. Et c'est des petites choses comme ça que vous allez semer des graines en lui donnant une petite responsabilité, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est grâce à toutes ces petites graines que vous allez aider votre enfant à toujours le même but, son indépendance et son autonomie. Ouais. Ça, c'est l'idée. Ouais. Une autre chose qui aide vraiment, on a fait la formation d'éducateur, donc on savait parce que c'était dans la formation, et même on a fait des stages, on a vécu ça dans d'autres environnements, donc on savait quelles étaient toutes les responsabilités dans une classe Montessori et les responsabilités qu'on peut donner à les enfants. Donc la question pour nous comme parents, est-ce que nous savons toutes les responsabilités qu'on a chez nous? Débarrasser la table, mettre la table, mettre les vêtements sales dans l'endroit correct, étendre le linge. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une liste de toutes les responsabilités? Est-ce que c'est clair pour nous comme parents? Est-ce que ça c'est clair pour l'enfant? L'enfant, il aime savoir les comment et les pourquoi. Donc, si on peut faire même cette liste avec l'enfant, donc on dit, tu sais, Julie, ici dans notre maison, il y a ça, on achète la nourriture, on cuisine, il y a les linges qu'on doit laver, on fait ça. Donc, il y a une liste. Dans cette liste, on fait, et tu sais, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que moi, j'aime bien faire ça, ça et ça. Et toi, qu'est-ce que tu... papa, je pense que je vais faire ça. Donc, ici, dans la classe, toute la semaine, l'enfant, il peut choisir sa responsabilité. Donc, ce n'est pas Philippe Auclair qui dit « tu dois nettoyer les sols, tu dois vider la machine. » Non, parce que ça vient d'eux. Ouais. Ça vient d'eux, et comme ça vient d'eux, on a pu remarquer avec l'expérience et au fil des semaines qui passent que nous, on a choisi de faire des responsabilités à la semaine, mais vous, à la maison, vous pouvez tout à fait faire au mois ou à la quinzaine. Ouais. Ça, c'est vous qui décidez selon votre organisation, mais c'est faisable. Et quand tu disais que ça soit clair, c'est quelque chose où l'enfant peut aller se référer. Nous, on a un tableau avec des étiquettes, mais vous, chez vous, l'idée, c'est que l'enfant puisse, quelque chose qui est collé sur le frigo à sa hauteur toujours, quelque chose qu'il puisse voir, qu'il puisse visualiser. Mais lui laisser le choix. C'est-à-dire, voilà, comme tu disais, moi, oh là là, on a quand même cette maison à gérer, tu te rends compte, tu vois, maman, elle fait beaucoup de choses et on a vraiment besoin de tous faire quelque chose. Ouais. Et mes enfants choisissent quelque chose. Mon fils adore étendre le linge, ok, donc il étend le linge. Après, l'autre, il adore faire enclencher la machine à laver, mettre le savon. C'est fascinant. Donc ça, c'est des petites choses dans lesquelles c'est eux qui choisissent. Du moment où c'est eux qui choisissent leur responsabilité, ils vont au bout. Nous, depuis le début de l'année, aucun enfant n'a dit « je finirai pas ma réponse cette semaine » ou « je veux changer de responsabilité dans la semaine ». Ouais. Ils savent qu'ils choisissent le lundi. Et cette responsabilité, elle court jusqu'au vendredi. Ouais. Parce que ils l'ont choisi. Le lundi matin, il y a un temps, ils choisissent leur responsabilité. Qu'est-ce que tu as envie de faire cette semaine? Moi, j'ai envie de faire ça avec un tel. Ils sont à 2 souvent. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut instaurer. Ouais. Et comme je disais, nous, on fait à la semaine. Vous pouvez faire au mois, à la quinzaine. Mais vous, participez aussi avec ce tableau ou ce que vous pouvez mettre en place à la maison, cet outil de responsabilité. Ouais. Avec ma fille, normalement on mange et après on doit débarrasser la table et nettoyer la vaisselle. Donc, j'ai dit, il y a 2 choses à faire après qu'on mange. Donc on est 2. Donc tu vas faire un et moi je vais faire un autre. Quel tu veux. Donc il y a une liberté encadrée. Mais il faut faire.
Sinon, qui va faire ça? Il n'y a pas une autre personne à faire. Donc, on a discuté et parfois, on doit dire même, on ne peut pas faire tout. Ce n'est pas mon objectif, faire tout pour toi. Tu peux faire. Donc, il y a 2 choses. Quelle tu veux. Donc, parfois, c'est facile. Parfois, l'enfant prend la responsabilité tout seul. Mais parfois, on doit l'encourager et dire, tu sais, moi, je travaille, je gagne de l'argent. Après, je dois payer tous les comptes. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, on est en train de parler ou débarrasser la table ou de faire les lave-vaisselle. Et tu sais, et après, ah ouais, c'est vrai, papa, tu fais plein de choses. Donc, les comment et les pourquoi aident beaucoup. Donc, on peut donner aussi une responsabilité ou une liberté cadrée. Même pour la chambre, ça, c'est l'enfant dès le 2e plan, il a plein de capacités. Il peut. Donc, si l'environnement est adapté, comme on disait précédemment. Ouais, peut-être on peut l'aider comment faire, on peut adapter l'environnement, on peut changer quelque chose dans sa chambre, mais dans les moments qu'on peut voir, qu'on a observé, bon, il peut bien faire, et ça ne prend pas beaucoup d'efforts, c'est sa responsabilité. Dans ces moments, il n'y a pas beaucoup de négociations. Non. Et ça, je pense que c'est important, pardon de te couper, l'enfant a ses libertés, vous êtes le parent. Le parent, vous êtes aussi là pour poser le cadre et d'avoir... parce que l'enfant a besoin de votre cadre pour se construire, a besoin de votre soutien. Donc ça, c'est quelque chose, si vous sentez que c'est trop difficile avec votre enfant, posez le cadre et donnez des responsabilités dans un cadre fermé. Parce qu'il a besoin de ça. Si c'est trop... Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? L'enfant... Je sais pas, c'est trop difficile pour lui. Par contre, qu'est-ce que tu as envie de faire entre débarrasser et lancer le lave-vaisselle? Là, c'est quelque chose, c'est une responsabilité où ta fille peut être actrice, mais c'est encadré. Et là, c'est vous, le parent, qui êtes rassurant et qui posez le cadre de ça. Parce que votre enfant, il sera toujours sécurisé dans un cadre fermé. Dans un cadre qui est mouvant, il n'est pas sécurisé. Là, vous pouvez sécuriser et donner cette fermeté-là, bienveillante évidemment. Et à chaque fois, donner de plus et plus liberté et responsabilité. C'est l'idée, parce qu'il grandit et il peut avoir de plus en plus liberté et responsabilité. Et maintenant, avec ma fille, on va voyager, elle fait sa valise et on arrive dans l'endroit on est en train de voyager et je me demande, mais je n'ai pas vu ce qu'il y a là à porter dans la valise. Mais toutes les fois, c'est bien. Parce qu'elle a compris qu'est-ce qu'il faut prendre. Elle fait la liste. Donc, sa capacité est bien développée. Et donc, toutes les fois qu'on donne une responsabilité à l'enfant, on laisse une responsabilité de moins pour nous comme parents. Donc, on a plus de temps de faire d'autres choses. Donc, l'indépendance, et ça c'est intéressant parce que après que l'enfant prend sa liberté, il n'y a pas les retours. Normalement, si tu dis on va changer, s'il fait bien et si c'est bien fait, cet équilibre, c'est quelque chose acquis et il ne veut pas lâcher Non, il ne veut pas perdre. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec les enfants. Ici, quand les enfants ont mangé, ils doivent nettoyer leur table et le sol quand ils ont mangé. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, on va observer les enfants, toujours pareil. Et là, aujourd'hui, on a parlé avec une petite fille, on lui a dit, voilà, on a observé depuis plusieurs jours maintenant que quand tu as terminé de manger, ta table est nettoyée, le sol est nettoyé. On a vérifié plusieurs fois, c'était propre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as la liberté. Quand tu as fini de manger, tu n'as plus besoin de nous appeler pour vérifier la table et le sol. Ah bon? Et elle était contente et on sentait que vraiment c'était quelque chose qui... Ça y est, j'ai passé un cap. Je grandis. Ils n'ont plus besoin de vérifier pour moi parce qu'ils ont vu que je suis responsable et je suis capable de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui aide les enfants à grandir et à se construire. Parce qu'au fur et à mesure du temps où on donne les libertés, parce que l'enfant est responsable. Là, cette petite fille, elle est responsable. Elle nettoie sa table, le sol est nickel. On n'a pas à lui dire « Ah, tu devrais vérifier, recommence, regarde, il y a des miettes. » Ça, on n'a pas besoin de le faire. Et elle, comme tu dis, c'est du temps et pour nous et pour l'enfant. Et ça, c'est quelque chose qui lui permet de se détacher au fur et à mesure de l'adulte. Et ça, c'est quelque chose qui aide les enfants quand on a 7 ans. C'est incroyable de voir que l'adulte nous dit
c'est bon, maintenant tu es responsable, je n'ai plus besoin de vérifier pour toi. Ouais. Ça, pour les enfants, c'est incroyable. Ouais. Je suis en train de regarder, on a parlé de presque tout. Oui, on a parlé de presque tout. Même on avait un petit paragraphe par rapport aux obstacles, mais on les a aussi. On a parlé déjà. Les obstacles, donc quand l'environnement, donc la maison n'est pas adaptée, les meubles ne sont pas adaptés. Voilà. Ouais, normalement, c'est l'environnement. Il y a un obstacle dans l'environnement où l'enfant ne sait pas comment faire. Ça, c'est souvent. Peut-être il ne fait pas parce qu'il ne sait pas comment faire. Et ça, c'est intéressant d'avoir une conversation. Quand même, nous, on cherche avec un enfant pour qui c'est difficile, on voit que ça ne marche pas, on lui dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ?» Et là, vous avez souvent la réponse. Et vous vous dites « Ah ouais, donc il est en train de me donner la réponse. Là, tu vois, on voit que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Dis-nous, il faut qu'on trouve ensemble comment on peut faire pour t'aider. Par exemple, la chambre. Là, on voit que la chambre... ça marche pas, elle n'est pas rangée ta chambre, c'est pas possible. C'est ta responsabilité, mais on voit que ça marche pas. Donc aide-nous. Qu'est-ce qui va pas pour toi ? Comment on peut t'aider ? Et souvent, dans la plupart du temps, quand on pose la question directement à l'enfant et qu'on dit là, il faut que tu nous aides, comment on peut t'aider nous ? Ça marche. Ils nous donnent la réponse. Et en plus, les enfants, ils ont la capacité, ils ont un angle de vue que nous, on n'a pas et que souvent, ils nous surprennent quand ils nous disent « Ah ouais, peut-être que si on changeait ça, ça, ça. » Et nous, on se dit « Ah oui, effectivement, on aurait dû changer ça avant, on aurait dû voir ça avant. » Mais les enfants, à partir de 6 ans, sont largement capables de vous dire « Oui, là, j'ai besoin d'aide par rapport à ça. Est-ce qu'on peut changer ça ?» Pensez toujours à ça. Voilà. Oui, je pense qu'on a parlé les choses plus importantes qu'on voulait dire. Bon, je crois que tout le monde a dit un petit mot ce soir. Et puis, c'est l'heure. C'est l'heure. On a été bon. Hein. J'avoue que dans l'heure, on est pas mal. Mais on voulait vous remercier ce soir parce que vous avez été une super équipe. On était très contents de partager ça avec vous. Ça me remplit le cœur à chaque fois de parler avec des parents qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. C'est toujours un plaisir d'échanger et de vous voir comme ça face à nous. Enfin, moi, je repars le cœur. Si je repars avec quelque chose ce soir, mon cœur est rempli de joie d'avoir pu échanger avec vous. J'en suis très, très touchée, très heureuse et très émue à la fois. C'était ma première conférence, donc je suis... Merci. Donc je suis très contente. Merci. Et j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres, puisque finalement j'ai bien aimé. Donc si on peut en faire d'autres, ça serait cool. Mais merci. Je suis remplie d'amour. Merci. Et moi, je pars avec l'idée que notre travail, il est plus complet avec vous. C'est vrai. On fait une partie ici, mais avec vous, on fait... Ça, c'est tout que l'enfant a besoin. Dans la plupart de temps, où il est dans l'école, où il est avec vous. Et cette idée qu'on fait un travail ensemble, ça soutient mon espoir que le monde, un jour, sera toujours un paix. Et donc, je vous remercie et je vous envoie de bonnes énergies pour avoir beaucoup de bons moments en donnant des libertés et responsabilités à vos enfants. Merci. Merci.